Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Abus, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de mon témoignage et du chemin de libération sur lequel je marche depuis plusieurs années en espérant que ce message puisse circuler. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chères auditrices, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi matin. Et avant que je commence à enregistrer cet épisode, je voudrais juste vous dire que je trouve que la vie est très bien faite parce qu'en fait, j'ai déjà enregistré cet épisode. Je vous avais enregistré cet épisode qui a duré quasiment 1 heure. Ça a été un épisode qui a été très difficile à enregistrer pour moi. Un épisode pendant lequel j'ai beaucoup pleuré au micro, et je crois que c'est la première fois depuis que j'ai le podcast que ça m'arrivait, et un épisode qui a été difficile à tourner mais que j'ai fait, qui a duré 1 heure, et il s'avère qu'en fait quand j'enregistre un podcast, en général je charge l'audio sur Drive, dans un cloud, et qu'ensuite mon monteur s'occupe de tout ce qui va bien, et qui il fait les réglages, il fait les montages et tout ce qui va, et il s'avère qu'en fait la semaine dernière, j'ai eu des nouvelles de lui qui me disaient que en fait, l'audio ne s'est jamais chargé sur Internet. Moi, je l'avais déjà effacé sur mon ordinateur. J'ai essayé de le récupérer par tous les moyens impossibles. Donc en fait, il fallait que je recommence tout. Donc 1 heure de témoignage qui pour moi a été assez bouleversant à enregistrer. Sur le coup, j'ai failli m'énerver. Enfin, pas m'énerver. Sur le coup, disons que j'ai ressenti de la frustration. En fait, j'ai ressenti du découragement. Je crois que c'est vraiment ça, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais l'espace de 5 minutes parce que j'ai très très vite ressenti autre chose, presque, vous savez, de la surprise, je me suis presque sentie amusée en fait, parce que c'est là que je me dis vraiment la vie est trop bien faite, c'est vraiment trop drôle. Parce qu'entre le moment où j'ai enregistré ce fameux épisode d'1 heure et le moment où mon monteur m'a expliqué qu'en fait l'audio ne pouvait pas être récupéré et qu'il fallait que je recommence, j'ai vécu des choses assez importantes dans ma vie personnelle qui m'ont fait remonter énormément de souvenirs dont j'avais pas du tout parlé dans cet épisode et qui vont donner du coup une autre dimension en fait finalement à cet épisode et que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. J'ai vécu des expériences aussi, notamment une expérience mystique dont je vais pas donner de détails aujourd'hui parce qu'encore une fois ça nécessiterait un épisode entier, mais je vais quand même vous l'évoquer parce que ça tourne autour de la sexualité, qui m'a permis en fait de guérir un trauma, qui m'a vraiment permis en fait d'apporter une réponse différente à mon corps en rapport à la sexualité. Et tout ça en fait je l'avais pas vécu et j'étais pas encore passée par là entre le moment où je vous avais enregistré cet épisode, bref. Donc au final je recommence, me revoici derrière mon micro en train de vous réenregistrer cet épisode qui finalement en fait aujourd'hui pour moi va prendre une dimension qui est différente. Je vais sûrement pouvoir avoir des mots plus justes. Je pense que je vais toujours être émue et c'est possible que ma voix tremble et c'est possible que ma gorge se serre et c'est possible que je verse des larmes, mais en fait c'est ok, c'est pas un souci du tout et aujourd'hui je me sens beaucoup plus apaisée pour le faire, donc je suis très heureuse de pouvoir vous parler de tout ça. Bref, je viens dans le vif du sujet parce que sinon ça va encore traîner. Juste, aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait de la notion d'abus, d'agression et d'harcèlement sexuel. Je vous parle de ces 3 dimensions qui pour moi sont 3 dimensions différentes. J'ai envie de parler de ça en fait aujourd'hui parce que je crois que énormément, si ce n'est pas toutes les femmes de ce monde ont vécu ça un jour et on se sent toutes très très seules dans notre coin. On banalise énormément tout ce qu'on a vécu, on banalise l'impact de ce qu'on a vécu dans notre vie de femme, dans notre vie sexuelle, etc. Je pense qu'il y a aussi énormément d'hommes qui ont vécu ça et qui ont besoin d'entendre ces mots. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est juste tous ensemble, femmes et hommes et autres personnes, qu'on peut combattre en fait ça, qu'on peut en parler, qu'on peut ouvrir, qu'on peut libérer la voix, qu'on peut lever des tabous et qu'on peut essayer de faire bouger des choses. Voilà, donc si jamais cet épisode il vous parle à la fin de l'écoute, même au milieu d'écoute, vous n'hésitez vraiment pas à le partager, que ce soit dans vos communautés, que ce soit à vos amis, à vos chéris, peu importe. Je crois que c'est vraiment important de faire passer ce message-là. Et voilà, et le petit disclaimer que j'ai vraiment envie de faire avant de commencer à parler de tout ça, c'est que il s'agit ici de mon témoignage, de mon expérience. Le but, c'est pas de vous raconter ma vie, donc je vais pas aller dans plein de détails. Le but, c'est simplement comme d'habitude, en fait, d'essayer de vous faire passer des choses à partir de mon prisme, et ce n'est que mon prisme, donc c'est vraiment pas la vérité absolue, mais c'est de faire passer
Des messages hauts et forts dont on parle pas assez selon moi, encore une fois, pour permettre la libération de plein de personnes, des carcans, être libre de nos peurs, se libérer d'injonctions, se libérer de tout ce qu'on oppresse en nous, libérer notre mouvement, libérer notre sensualité, prendre notre place, révéler toutes nos facettes et rayonner. Et voilà, c'est juste mon expérience, j'ai envie d'accuser personne, j'ai envie de blâmer personne. Voilà, il y a aucune colère, je suis pas contre qui que ce soit et je suis pas en train de mener un combat contre quelque chose ou contre quelqu'un, j'ai vraiment envie de mener un combat là pour quelqu'un, pour toutes ces personnes qui vont sûrement se reconnaître dans ces mots-là. Voilà, donc j'essaye de mettre beaucoup d'amour derrière tout ça et j'espère que ça heurtera personne. Je voulais vous parler de ça, pourquoi ? Parce que donc j'ai 31 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, je les ai eus en début d'année, je suis le 23 mars, j'ai eu 31 ans cette année et en fait... cette année, plus que jamais, je sais pas ce qui s'est passé, mais cette année, plus que jamais, je me suis réapproprié mon corps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années, donc je pourrais même dire toujours, mais en fait, c'est depuis toujours que je suis femme. C'est-à-dire que depuis que je suis entrée dans la vie de femme, c'est-à-dire que depuis que mon corps a changé, depuis que je suis pubère, depuis que je suis entrée dans ma vie sexuelle, je me sens sale. Je me sens sale, je me sens salie, je me suis sentie sale, je me suis sentie salie. Je vais parler au passé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été transcendées cette année. Je me suis sentie sale, je me suis sentie salie parce que j'ai honte, parce que je me sens fautive, je me suis sentie fautive, je me suis sentie coupable. Je me suis sentie sale parce que je suis une femme. Et il n'y a pas d'autre raison à ça. Je me suis sentie sale et je me suis sentie salie et j'ai honte parce que je suis une femme, parce que j'ai des désirs, parce que je suis sexuelle, je suis un être sexuel comme tous les êtres au monde. Et parce que j'ai eu une sexualité. Et parce que j'ai une sexualité, en fait, tout simplement. Et cette année, plus que jamais, je me réapproprie mon corps, je me réapproprie ma sensualité. Vous savez que c'est un élément qui est assez important dans ma vie. Alors, je sais pas si vous le savez spécifiquement ici sur le podcast, mais c'est quelque chose qui est assez important pour moi et que j'essaye vraiment de véhiculer via différents moyens. Et cette année, je me réapproprie tout ça et je me dis, mais j'ai tellement minimisé mes traumas. J'ai tellement minimisé mes souffrances, j'ai tellement minimisé la violence que j'ai subie, j'ai tellement minimisé l'impact des paroles des gens que j'aimais face à mes récits, j'ai tellement minimisé ma douleur et j'ai tellement minimisé ma souffrance qu'en fait je l'ai pas vue pendant des années. J'en ai fait une toute petite boule, bien comprimée, bien compacte, que j'ai bien enfouie au fond de moi et que j'ai portée pendant tout ce temps et qui finalement m'a fait extrêmement souffrir pendant longtemps, mais qui en fait m'a juste fermée, m'a juste opprimée, m'a juste coupée de plein de choses, m'a coupée de plein de plaisirs, de désirs, de plein d'expressions de moi-même. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que au-delà de militer et de parler de toutes ces choses-là, je voudrais qu'on parle en fait d'à quel point on minimise l'impact de ces choses-là dans notre vie, à quel point on en fait des choses qui sont pas graves ou qui sont banales, à quel point c'est banalisé, alors que c'est extrêmement grave et que ça peut nous marquer toute notre vie. Et que c'est juste extrêmement grave. Je me suis sentie, toute ma vie de femme, fautive, salie, coupable, souillée. Le mot, c'est vraiment souillée. Je me suis sentie souillée et j'ai culpabilisé et surtout, je me suis sentie honteuse d'avoir vécu toutes ces choses à chaque fois que je les ai vécues. Si bien que, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai pas su réagir. J'ai mis des mois, des années avant d'en parler. Je vais aujourd'hui, même dans cet épisode, parler de choses que j'ai vécues quand j'avais 16 ans et que j'ai jamais dit à personne. Je peux parler de choses que j'ai vécues encore il y a 6 mois. Et dont j'ai eu du mal à parler, des choses qui me sont arrivées il y a 3 ans et j'ai eu du mal à réagir. Et pourquoi ? Parce que à chaque fois j'ai cru que c'était moi la coupable. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui prône quand même beaucoup la culture de « elle l'a bien cherché ». Cette femme, elle s'est fait agresser, elle a vécu ceci, elle l'a bien cherché. En même temps, t'as vu comme elle était habillée ? Ouais, mais attends, c'est une traînée. En même temps, attends, elle l'a chauffée. Oh, puis ça va, c'est pas bien grave. Faut pas non plus en faire tout un drame. On vit là-dedans. Et on a beau être éduqué dans des environnements qui sont bienveillants. Moi, j'ai eu une famille extrêmement bienveillante. J'ai des parents incroyables, il y a rien à dire. J'ai quand même vécu pour le dire autrement, ma réalité a été niée plein de fois. Et quand notre réalité est niée, peu importe notre âge, alors encore plus quand on est enfant, mais quand notre réalité est niée, il y a plusieurs options. Soit on finit par croire que c'est nous qui devenons folles ou fous ou qui avons tort et en fait on pousse ce qu'on a vécu et ce qu'on ressent dans le déni. Et donc c'est ce que j'ai fait, moi beaucoup.
soit on se coupe du monde et on se révolte et on se met en colère, etc. Soit on passe notre vie à chercher des réponses. Il y a plein d'autres options, choix aussi, mais j'ai pas tout en tête et encore une fois, je suis pas spécialisée dans ce domaine, c'est juste mon témoignage. Mais voilà. Je crois qu'on a dans notre monde un vrai problème de conception du consentement. Je crois qu'on a un vrai problème aussi de conception de ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. On a un vrai problème de conception de la sexualité autour de la femme. J'ai même pas envie d'aborder le sujet du sexisme, etc. parce qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. Et encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de ramener ce combat-là, même si, enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais quand on est une femme, nos limites sexuelles, nos limites corporelles, pour la plupart d'entre nous, elles sont franchies un jour. Nos limites sont franchies et le mot, c'est outrepasser. Nos limites, elles sont outrepassées un jour. Pour la plupart d'entre nous, nos limites, elles ont été outrepassées un jour. Donc sans notre consentement, hein, bien, c'est le principe des limites. Et le truc, c'est que quand on vit de l'humiliation sexuelle, quand on vit des abus, quand on vit des agressions sexuelles, quand on vit du harcèlement sexuel, parce qu'on est une femme, parce qu'il y a cette culture de la traînée, de la pute ou la sainte, de ouais mais elle l'a bien cherché, etc. Et puis de parfois d'ignorer l'impact que ça peut avoir sur notre psychologie et sur notre construction. On va mettre par-dessus notre blessure, parce que c'est vraiment ça le mot, on va mettre par-dessus notre blessure qui est très souvent de la tristesse infinie. Et quand je vous dis ça, j'ai touché du bout du doigt cette tristesse infinie, on a l'impression que c'est un océan de tristesse. Même ma voix tremble quand je vous en parle. Quand il nous arrive ça, la blessure, elle est béante. C'est une tristesse qui est infinie. Le truc, c'est qu'on n'a pas le droit de vivre cette tristesse infinie, on a l'impression que c'est mal ce qu'on a fait, on se sent tellement fautif, on se sent tellement fautive, malgré qu'il y ait des gens qui nous disent que non, on n'est pas coupable, c'est pas dans ce monde dans lequel on vit, qu'on va recouvrir très gentiment en fait cette blessure, donc cette tristesse ou cette peur, c'est souvent de la tristesse, on peut recouvrir ça de colère, etc., mais dans tous les cas, on va mettre un couvercle par-dessus de honte. Très souvent, on va mettre un couvercle de honte, ce qui fait qu'en fait, on aura quasiment toute notre vie du mal à aborder notre vraie blessure, à parler de notre vraie blessure, à accepter de ressentir notre vraie blessure, à accepter de l'exprimer et de la dire parce qu'on a honte et qu'on croit que c'est nous qui avons un problème. Et typiquement, moi, à chaque fois que j'ai vécu une de ces trois choses-là, des abus sexuels, agressions sexuelles ou harcèlement sexuel, ce que j'ai vécu, ma souffrance, mes douleurs sont passées à la trappe parce que soit je n'ai pas été entendue par des figures d'autorité ou par des gens que j'aimais, soit on a diminué ma peine en me disant non mais attends, ça va, n'en fais pas un drame, oh c'est rien, tu vas t'en remettre, tu vas passer à autre chose, ou non mais bon voilà, c'est rien quoi, arrête, voilà, il t'a pas violé non plus. Donc soit on a diminué ma peine, on a vraiment minimisé en fait ce que je ressentais, on a minimisé en fait ma souffrance, et encore une fois, il y avait pas du tout de malveillance dans les gens qui minimisaient ma souffrance, il y a même des gens que j'aime profondément qui ont réagi comme ça parce que c'est le monde dans lequel on vit en fait. Ma réaction a souvent été incomprise. Je sens que moi-même, j'ai énormément minimisé mon trauma. Et pourquoi tout ça? Et qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu un agresseur, un oppresseur, quand j'ai rencontré un oppresseur ou un agresseur, à chaque fois, la faute, elle a été déportée sur moi et c'est moi qui ai été punie. À chaque fois, c'est moi qui ai été punie. Et c'est ça que j'aimerais en fait vous expliquer et vous raconter. C'est que moi, je suis entrée dans la vie sexuelle quand j'avais 16 ans avec mon premier copain, mon premier petit copain. Je sais pas si ça se dit encore de dire petit copain, ça fait carrément boomer, mais c'est pas grave. Je suis entrée en fait dans la vie sexuelle avec un amoureux, enfin dont j'étais pas amoureuse, mais un garçon qui était plus vieux que moi, avec qui je suis restée 1 an, je crois, à peine, que j'ai quitté parce qu'il était agressif, violent, extrêmement jaloux, etc. C'est la première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un, voilà, c'était la seule et unique chose. Et cet homme, en fait, n'a pas supporté que je le quitte. De là, s'en est suivi un enfer, pour moi, un enfer. J'ai été humiliée de manière publique. Il y a des vidéos de nos échanges intimes, etc., de nos contacts intimes, de notre sexualité, de nos messages, de plein de choses qui ont été publiées, qui l'a publié en fait, enfin qui l'a diffusé dans tout mon lycée.
J'ai été harcelée pendant plus d'1 an et demi, voire même pendant 2 ans par cet homme-là. Même quand j'étais plus avec lui, qui se pointait dans les soirées où j'étais, qui se pointait à la sortie de mon lycée avec d'autres personnes. Parfois, ils se sont pointés avec des battes de baseball. J'étais attendue à la fin de mes activités. Je pouvais plus sortir dehors. Je devais faire attention par où je sortais de mon lycée, où est-ce que j'allais. Les seules fois où j'en ai parlé autour de moi, j'ai entendu de la part de figures d'autorité ou de gens que j'aimais qui me disaient qu'en fait c'était juste des querelles d'adolescents, donc fallait que j'arrête de saouler les gens avec ça. Ou j'ai entendu qu'il fallait juste que j'arrête de répondre à ces messages, donc j'ai reçu énormément de messages de harcèlement, de menaces de mort, bref, de plein de choses. J'ai vécu des violences sexuelles de sa part, et quand j'ai essayé d'en parler, je me suis vraiment pris un mur, comme c'était rien et qu'il fallait vraiment que j'arrête d'en faire tout un plat. Quand j'ai expliqué en fait les messages de mort, le harcèlement, voilà, c'est en fait tu te rends là, tu fais ci à tel endroit, sinon j'envoie la vidéo de tout ce qu'on a fait ensemble à ton père ou à des choses comme ça. En fait quand t'as 16 ans, juste tu t'exécutes parce que tu flippes comme pas possible et parce que t'as honte et parce que tu te sens sale. J'ai perdu tous mes amis au lycée, enfin j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui voulaient pas prendre part. J'étais plus invitée, je me suis fait humilier, j'ai eu une réputation pas possible, même à l'intérieur de ma famille. Bref, je vais vous passer les détails parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à vous donner tous ces détails, mais ça a été terrible pour moi. Et ça a été d'autant plus terrible qu'en fait, c'est mon entrée dans la vie sexuelle que j'ai fait comme ça. Donc, imaginez-vous juste une femme qui entre dans sa vie sexuelle, à qui en fait, on dit que parce qu'elle a eu une vie sexuelle, en fait, c'est une pute, une traînée, qu'elle se fait violenter, qu'elle se fait violer, qu'elle se fait taper, qu'elle se fait harceler. J'étais dans un état en fait de stress et de pression psychologique comme je crois que j'ai rarement connu dans ma vie, et j'étais très jeune, j'étais en détresse, j'ai pu compter sur personne, j'ai pas eu d'amis présents à ce moment-là. J'ai eu en tout cas que des amis qui m'ont lâché et qui m'ont dit que j'étais la traînée. J'ai pas eu l'attention des flics chez qui je suis allée, enfin bref. Donc ça a été extrêmement difficile. Et en fait, c'est ça que j'avais envie d'expliquer, c'est que imaginez qu'une femme, elle rentre dans sa vie sexuelle de cette manière-là, et je me rends compte en fait aujourd'hui de l'impact que ça a eu sur moi, juste cette première histoire, alors que c'est que la première d'une très longue suite de choses. C'est qu'en fait, toute notre vie, on se dit qu'en fait on est crade, qu'on est sale, on est souillé parce que on a eu une sexualité, et malheureusement avec quelqu'un qui nous a harcelés, qui nous fait du mal, qui a été violent, qui a été horrible avec moi, j'ai pas d'autres mots et j'ai toujours pas pardonné. Et je crois que j'ai même pas envie de pardonner, et au fond de moi, il y a même une part qui lui espère du mal. Il y a même une part de moi qui espère qu'il souffre et qu'il a pas une vie heureuse. C'est horrible de dire ça, hein. C'est pas très Chloé Bloom, quand même, quand on y pense. Mais si, c'est complètement moi, en fait. Je suis totalement sincère quand je vous dis ça. Parce qu'en fait, la faute a été déportée sur moi. La faute a été déportée sur moi. Je n'ai pas été l'oppresseur, j'ai été la victime, et pourtant, c'est moi qui ai perdu mes amis, c'est moi qui ai été salie, c'est moi qui ai eu une réputation horrible, c'est moi qui suis entrée en difficulté avec mon corps pour le reste de ma vie, c'est moi qui ai eu des difficultés à renouer avec l'homme et avec la sexualité, c'est moi qui me suis sentie trahie, abandonnée par beaucoup de femmes, c'est moi qui ai été jugée, c'est moi qui ai eu peur, c'est moi qui ai dû changer de numéro, c'est moi qui ai demandé à changer de lycée, c'est moi qui ai eu peur pour le reste des années qu'on suivit de refréquenter des gens qui pouvaient potentiellement le connaître, c'est moi qui ai eu du mal à refréquenter des hommes derrière parce qu'à chaque fois, ils recevaient des menaces de cet ex-là de se faire casser la gueule. Donc en fait, c'est moi qui ai été punie. Il n'y a rien eu sur cette personne-là. À chaque fois, ce qu'on a dit, c'est « ouais, mais attends, il souffre parce qu'il t'aime trop. Il t'aime trop, il souffre, donc c'est pour ça qu'il fait ça. » Et en effet, cet homme, il a continué de m'écrire pendant 10 ans, derrière ce qui s'est passé jusqu'à mes 25 ans. J'ai regardé récemment des messages pendant 10 ans en me suppliant qu'on se revoie parce qu'il avait envie de me garder dans sa vie. Enfin bon, bref. Je vais encore une fois passer les détails, mais la faute, elle a été déportée sur moi. Et ça, c'est juste un exemple que j'ai envie de donner, c'est que quand on vit quelque chose comme ça, la culpabilité, je vais même plus loin que la faute, la culpabilité est déportée très souvent sur la victime parce que il y a de la honte associée à la souffrance. Parce que la sexualité d'une femme, c'est mal. Parce que, l'oppresseur, l'agresseur, on réagit pas face à lui. Et c'est aussi ça ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, la neutralité ne fait que aider l'oppresseur, jamais la victime. Quand on ne réagit pas face à un oppresseur, même quand on ne prend pas parti, ça ne fait qu'aider l'oppresseur. Ça n'aide pas la victime. La culpabilité se déporte toujours sur la victime, la honte se déporte toujours sur la victime. Et peu importe si cette personne a ressenti de la culpabilité, de la honte ou quoi que ce soit, ce qui est peut-être le cas, et ce qui est sûrement le cas,
Et alors qu'au fond, je suis sûre que c'est un type bien, hein, enfin voilà. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui en ait souffert toute sa vie, qui ait subi tellement de honte que même le droit au plaisir, le droit à l'ouverture, de pouvoir parler de ce qu'il ressent dans son corps, je suis désolée, de ce qu'il ressent dans son corps soit difficile jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, c'est un truc de fou quand même, vous imaginez. Et j'ai 31 ans, et c'est là où je me rends compte qu'en fait, c'est terminé. Plus jamais, mais plus jamais, je laisserai quoi que ce soit que j'ai vécu, peu importe quel oppresseur j'ai eu dans ma vie, décider de comment je dois me sentir dans mon corps et de ce que je ressens à propos de mon corps, avoir honte de ce que je ressens, de mes désirs, de ma sexualité, de ma sensualité, de mon lien à mon corps, de ma beauté, de tout ça en fait, c'est juste terminé. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Donc ça, c'est le premier exemple d'abus que je peux donner. L'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est par exemple le harcèlement sexuel que j'ai vécu. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire, voilà, j'ai vécu tout ça et tout, parce qu'en vrai, des exemples comme ça, il y en a trop. Ce que je voudrais vous dire, c'est juste, en fait, il y a sûrement des choses qu'on a vécues, qui nous ont fait du mal, et on croit qu'on est passé à autre chose. Sauf qu'en fait, ça nous suit, et c'est simplement qu'on a carrément minimisé, en fait, le trauma que ça contient chez nous. On a carrément minimisé, en fait, l'impact que ça a eu chez nous. Quand j'étais plus jeune et que je faisais des études en alternance, je travaillais dans une parapharmacie, dans un grand magasin dont je vais pas citer le nom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ma pause, au moment où je fermais, parfois j'étais toute seule, parfois j'étais en public, etc., il y avait un homme qui était là, un homme qui était handicapé. Je vous donne ce détail parce que ça a une importance pour l'histoire. Qui en fait avait un comportement qui était un peu bizarre avec moi, qui était tout le temps en train de me suivre, qui était tout le temps en train d'essayer de venir, de s'asseoir à côté de moi, etc. Et j'étais assez mal à l'aise parce que je sentais qu'il avait une énergie bizarre. Le truc, c'est que, il était handicapé et c'est horrible de dire ça, mais en fait, je me suis dit, donc il était handicapé mental, handicapé physique également, et du coup, je me disais simplement, je vais pas pouvoir avoir une discussion normale avec lui parce que ça se trouve, on n'a pas la même conception de ce qui est ok et ce qui est pas ok, etc. On n'a peut-être pas, voilà, la même notion de relationnel, etc. Puis honnêtement, enfin voilà, à cet âge-là, j'étais hyper jeune, j'avais pas forcément la conception de ce que j'ai maintenant. Enfin, je pense que j'avais aussi plein d'idées préconçues, des préjugés, etc. Donc, excusez-moi les mots maladroits. Je vous explique comment je pensais à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, en fait, il mettait sa main dans son pantalon à chaque fois qu'il s'asseyait à côté de moi, qu'il se caressait, qu'il s'asseyait derrière moi quand j'étais en pause, qu'il bavait, bref, il y avait plein de choses. Et j'osais pas réagir. J'osais en parler à personne, je venais au travail en étant stressée, en étant angoissée. J'ai changé ma manière de m'habiller, j'étais en colère, j'étais furieuse, je demandais à changer mes heures de pause, etc. Et puis j'ai quand même réussi à en parler en fait à mes parents. Mon père m'a fait trop rire, il a réagi en me disant je vais lui péter la gueule à celui-là, je vais l'attendre à la sortie. Bon bref, il a jamais fait ça, hein. Mon père est quelqu'un de brillant et qui est pas du tout comme ça, mais réaction de papa, normal quoi. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien quand même que mes parents aient envie de réagir et me disent en fait non, attends, ce qu'il fait ce n'est pas normal. Mais juste pour vous rendre compte, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire passer dans l'histoire, c'est que j'ai eu besoin de voir la réaction de mes parents pour me demander si c'était normal ou pas ce qui se passait. Et rien que ça, c'est pas normal. Rien que de se dire en fait, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que en fait c'est lui qui n'agit pas bien, qui n'agit pas normalement. Déjà juste ça, c'est pas normal. Si on grandissait en apprenant à poser nos limites, en apprenant ce qui est ok, ce qui est pas ok, et ce qui est malsain, et à parler de ce qui est malsain avant d'attendre que ce soit extrêmement grave, en fait, ces situations-là, elles arriveraient même pas. Le fait d'en avoir parlé à mes parents, j'ai pu en parler à ma manager, qui a été une femme incroyable, qui en fait m'a beaucoup touchée parce qu'elle s'est tout de suite mise à pleurer. Elle m'a emmenée tout de suite chez le directeur et ça m'a énormément rassurée, voilà, d'avoir des figures d'autorité comme ça sur qui me reposer en fait, qui m'ont dit en fait non Chloé, t'es pas folle, c'est pas toi qui as un problème, si ce que tu vis c'est grave, c'est pas ok. Et en fait c'est ça que j'aurais eu besoin d'entendre même la première fois que j'ai vécu quelque chose d'horrible en fait comme ça, donc avec le premier homme dont je vous ai parlé, mais c'est aussi en fait ce que j'aurais eu besoin d'entendre à chaque fois. Parce que j'ai pas été en capacité de me dire que c'était pas normal. Avec ce qui s'était passé la première fois, et c'est pour ça que je vous dis, cette première fois, elle a déterminé tout ce qui s'est passé derrière jusqu'à maintenant. C'est que cette première fois a tellement nié ma souffrance et ma réalité qu'en fait, derrière, à chaque fois, je me suis dit, non, mais ça se trouve, c'est moi qui suis trop sensible, je sais pas trop si j'ai le droit de réagir, ou si je dois me laisser faire, ou je sais pas trop si je dois dire quelque chose ou pas, je le vis super mal, mais je dois juste attendre, en fait, qu'ils comprennent que c'est pas ok, ou que quelqu'un d'autre lui dise, parce que moi, j'ai pas le droit de le dire, en fait.
Et c'est là, en fait, où c'est extrêmement grave. Mais du coup, juste pour finir la petite histoire, ma manager m'a emmenée chez le grand directeur de ce magasin. J'y suis allée. Le directeur m'a entendu, m'a demandé d'écrire une lettre avec ce qui se passait dedans. Des preuves, bien sûr, que je n'ai jamais eues. Et ça s'est arrêté là. Il ne s'est absolument rien passé. Et encore une fois, la culpabilité a été remise sur moi. C'est moi qui étais interdite d'aller en réserve pour éviter de le croiser. C'est moi qui ai dû changer mes horaires de pause à des heures, genre commencer à manger à 15h ou des trucs comme ça parce que il fallait pas que je le croise et puis qu'on n'allait pas changer ses horaires à lui, parce qu'en plus il était handicapé, donc voilà, il y avait ci, il y avait ça, etc. Voilà, c'est moi qui ai été punie sur plein de trucs. Et quand je dis punie, c'est pas on m'a puni, on m'a mis au coin. C'est qu'en fait, c'est pas encore une fois, c'est moi qui ai dû m'adapter à cet oppresseur. C'est moi qui ai dû réadapter ma vie à cet oppresseur. Et ça, c'est pas normal. C'est à cause de ça qu'en fait, toute notre vie, on croit qu'en fait, derrière, on doit s'adapter à ces oppresseurs, qu'on doit s'adapter à ce qui se passe et qu'on doit presque en faire une normalité, voire une banalité, et qu'on sait pas comment réagir. C'est du harcèlement sexuel et c'est grave. C'est du harcèlement sexuel et c'est grave. Et quand on vit ça, on se sent souillé, on se sent sali. Quand personne ne réagit, quand personne ne nous défend et qu'on se sent démuni, on finit par se dire, en fait, on n'a plus le droit de réagir à ça. Et à chaque fois que j'ai vécu du harcèlement sexuel dans le métro, dans la rue ou quoi que ce soit, je n'ai pas pu réagir. Je n'ai pas pu avoir aucune réaction parce que la seule réponse que j'avais à donner, qui était disponible dans mon système nerveux, c'était en fait, t'as pas le droit de réagir. Tu peux rien faire. Tu n'as pas le droit de réagir. Tais-toi. Sois silencieuse, laisse-toi faire. Et j'entrais vraiment en sidération. Donc on est vraiment dans un... ça c'est vraiment un état de sidération pour le coup, et c'est encore un état de sidération qui m'arrive très régulièrement. Je me rappelle encore, il y a 3 ans, je m'engueule avec mon chéri à Bali, je décide de prendre un taxi-scooter. Le taxi-scooter, j'étais assise derrière lui sur un scooter, j'étais en short. Le taxi-scooter commence à mettre sa main sur ma cuisse, il remonte. Je sentais que c'était pas du tout ok pour moi. J'étais incapable de réagir. C'est très dur à expliquer en fait. J'étais incapable de réagir. J'avais juste envie qu'il enlève sa main. Je me sentais terrorisée, je me sentais agressée, mais j'ai été incapable de dire enlève ta main, ce que tu fais c'est pas ok, arrête-toi, je descends du scooter, parce que je me suis dit en fait il a le droit de faire ça. Et encore une fois, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de réagir comme ça. Ça veut bien dire qu'il y a un trauma, parce que c'est une réponse traumatique, c'est de la sidération. Et c'est vraiment pour ça que je fais cet épisode, c'est que si vous avez des réactions comme ça, face à des choses qui sont graves et qui sont pas ok avec vous, c'est qu'il y a un trauma, c'est que c'est une réponse qui n'est pas normale. De ne pas réagir quand quelqu'un nous passe une main aux fesses, quand on nous fait du harcèlement, quand on nous touche, quand on outrepasse nos limites et qu'on n'arrive pas à réagir parce qu'on est figé et qu'on pense qu'on n'a pas le droit, c'est parce qu'on est dans une réponse qui est traumatique, on est dans un état de sidération. Donc s'il vous plaît, si vous entendez cet épisode, vous vous faites accompagner, si vous pouvez en parler, s'il vous plaît, parlez-en. De tout mon cœur, j'espère juste que ça ouvrira la parole cet épisode, mais ne croyez pas que c'est vous qui avez un problème et que c'est normal et que vous ne pouvez pas réagir. La culpabilité ne vous appartient pas, c'est pas à vous de porter la honte de votre agresseur. Jamais, 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 jamais. Et le dernier exemple que j'ai pu vivre aussi, en termes d'agression sexuelle, c'est typiquement, c'était il y a quelques années, j'allais chercher un ami à la gare de la Part-Dieu à Lyon, et en fait, en pleine gare, 19h, donc heure de pointe blindée, il y a un groupe de mecs, dont un qui était en béquille, qui en fait me suivent, m'encerclent en plein milieu de la gare, il y avait plein de monde autour. Moi, je crois que j'étais en talons, donc je pouvais pas courir, il me semble que c'était quelque chose comme ça, et qui en fait commence à m'humilier, à m'insulter, qui commence à m'insulter, à faire des gestes obscènes, et dont un en fait qui commence à me mettre ses béquilles sur mes parties intimes, qui essaye de les mettre dans mes fesses, etc., etc. Et de nouveau, bam, sidération, j'entre en sidération, je savais pas comment réagir, je suis en train de mourir de honte à ce moment-là. Et encore une fois, c'est pas normal d'avoir honte d'un truc qu'on ne fait pas, c'est pas nous l'oppresseur, nous sommes la victime. Pourquoi on a honte d'être une victime? Ce n'est pas normal. Et ce qui a renforcé encore plus cette sensation-là, c'est que personne, au grand personne, dans la gare n'a réagi. Personne n'a pris ma défense, personne n'a réagi, personne ne s'est bougé. Personne n'a réagi. Et c'est là où j'ai juste envie de redire, la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Donc s'il vous plaît, si vous voyez des choses qui sont pas normales dans les transports en commun ou peu importe où vous êtes, juste même quelqu'un qui est en train de faire des gestes ou des grimaces obscènes à une femme,
c'est déjà grave en fait. Juste ça, déjà réagissez. Pourquoi est-ce qu'on attend un viol pour dire que c'est grave en fait? Déjà juste des gestes obscènes avec la bouche ou des mots obscènes, c'est pas ok. Ce n'est pas ok, c'est grave, et ces gens-là sont des malades mentaux et ils doivent être recadrés en fait. Ces gens-là, ils sont dangereux, ces gens-là, c'est des prédateurs et on a besoin qu'il y ait des gens qui réagissent pour nous parce que quand on vit un trauma comme ça, et même quand on n'en a pas forcément vécu avant, on peut rentrer en sidération qui fait que ça nous fige et qu'on n'est pas capable de se défendre, qu'on n'est pas capable de réagir. Mais c'est aussi parce qu'en fait, sur notre tête et dans notre tête traîne depuis quasiment toujours, et depuis qu'on est pubère, que de toute façon, quand on est une femme, on est un problème, qu'on est la tentation incarnée, qu'on est sale, qu'on est une traînée, etc. Et que du coup, c'est à nous de pas chercher. Et ça traîne dans l'inconscient collectif. Donc juste, s'il vous plaît, si vous voyez quelque chose comme ça, réagissez. Au plus profond de mes tripes, je vous le demande, s'il vous plaît, réagissez, que vous soyez une femme, un homme ou quoi que ce soit. Ne vous mettez pas en danger, bien sûr, mais s'il vous plaît, réagissez. Aujourd'hui, je sais plus quand est-ce que j'ai vu ça l'autre fois, il y a plein de moyens de réagir. On peut réagir en interaction directement avec la personne, on peut aussi filmer la personne, on peut se mettre en live avec la personne, etc. Moi, c'est typiquement le genre de choses que j'hésiterais vraiment pas à le faire. Donc si un jour sur mon Instagram, vous voyez que je suis en live dans le métro, vous comprendrez sûrement que c'est ça aussi, parce que je me vois pas essayer de casser la gueule à quelqu'un et me mettre en danger, mais vraiment juste réagissez. Et je peux vous donner franchement des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Même encore il y a 6 mois où j'étais en train de sortir de plongée sous-marine avec mon chéri, avec l'instructeur, et j'enlève ma combi, donc j'étais en maillot de bain, quoi, normal. Et en fait, j'étais au bord d'une résidence de 6 étages, une résidence un peu genre Club Med où il y avait plein d'enfants dans la piscine principale, etc. Et en fait, en levant la tête, il y a un exhibitionniste qui était en train de se caresser devant la fenêtre en train de nous regarder, qui ne s'est pas caché à une seule seconde, et j'étais en sidération, j'étais choquée, je voyais cet homme-là au dernier étage de plus de 60 ans qui était en train de se caresser en me regardant, qui m'exposait tout, et les gamines de 5-6 ans qui étaient en train de se baigner dans la piscine, enfin juste en vous en parlant, j'ai des frissons, et c'est dégoûtant, c'est même là, je me suis sentie souillée de nouveau, et j'ai eu peur, et j'ai trouvé ça injuste, et je suis en colère, et c'est difficile dans ces cas-là de réagir parce que, encore une fois, on a peur, on est bloqué, on sait pas comment réagir, et c'est difficile de recréer une réponse instantanée de, en fait, défense et réaction, j'ai les bons gestes, quand en fait, nos seules réactions de défense, c'est de pas bouger, et que ça a été comme ça pendant des années. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur les exemples parce que j'en ai énormément. Mais j'ai envie surtout de vous expliquer et de peut-être vous faire passer des choses qui, moi, m'ont énormément aidée. Et notamment, ça a été alors, si je vous partage tout ce qui m'a aidée, c'est aussi peut-être parce que je pense que ça peut ouvrir des pistes chez vous, chez certaines ou chez certains parmi vous, et que voilà, je crois très fermement en toutes ces choses-là. Je crois qu'une des choses qui a été le plus puissant pour moi, ça a été la réappropriation de mon énergie sexuelle. Donc l'énergie sexuelle, qui est logée dans le bassin et qui va circuler dans le corps, etc. On parle aussi d'énergie Kundalini, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Moi, ça fait 5 ans que j'ai des éveils très brutaux de cette énergie sexuelle et que je comprends pas pourquoi, et que je comprends pas comment, et j'ai eu beaucoup de convulsions, et il y a eu beaucoup de choses un peu particulières. Encore une fois, ça nécessiterait un épisode entier, mais c'est pas le lieu. Et en fait, voilà, j'apprends à maîtriser ça, j'apprends à me réapproprier. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de techniques pour essayer justement de me réapproprier ça, parce que j'ai pas cherché spécialement. C'est vraiment arrivé d'un seul coup, en fait, Bref, c'est arrivé d'un seul coup, et je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, etc. Et puis je lisais partout que voilà, cette énergie sexuelle, c'est vraiment une énergie de guérison et qu'il fallait se la réapproprier, etc. Et je sais, de par mes enseignements spirituels aussi, que cette énergie sexuelle, cette Kundalini, quand elle circule bien, quand on arrive à déverrouiller, en fait, à enlever certains blocages qu'on peut avoir, et notamment quand on arrive à libérer la colère qu'on peut ressentir, la honte et la répression sexuelle, parce que c'est ça qui l'empêche très souvent de circuler dans notre corps. Cette énergie sexuelle, elle circule, et elle va circuler, voilà, tout le long des chakras jusqu'au chakra coronal, donc jusqu'à la tête, et que c'est aussi une énergie qui permet de connecter au tout, au divin. Il y a des gens qui appellent ça au divin, à l'univers, voilà, appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est aussi pour ça que, par exemple, la sexualité tantrique, c'est une sexualité qui est incroyable et qui est guérisseuse, je peux vraiment dire ça comme ça, parce que elle permet aussi de se réapproprier son énergie sexuelle et de vivre des choses qui permettent en fait de transcender des blessures et de se réapproprier en fait cette énergie sexuelle, de libérer la honte, etc. Et donc c'est aussi quelque chose que j'ai pu vivre récemment, donc entre le premier épisode de ce podcast et celui-ci, et notamment voilà, donc je pense que je ferai un épisode là-dessus, c'est que j'ai vécu une expérience mystique pendant un de mes rapports sexuels avec mon amoureux.
Et je travaille tellement fort depuis 5 ans à essayer de vraiment me réapproprier, de comprendre cette énergie sexuelle, de la faire circuler en déverrouillant tout doucement, les armures, les couvercles, la honte et tout ce que j'ai mis dessus. Que je me suis vraiment, j'ai pratiqué à la faire circuler. Cette énergie a complètement circulé pendant notre dernier rapport et j'ai vraiment vécu une expérience mystique ultra intense qui a duré plus de 20 minutes avec des visions, des convulsions, des visions, des émotions, des couleurs. J'ai vécu comme une expérience psychédélique pour ceux qui connaissent un peu ce que ça fait. Et j'ai revécu en fait un trauma. J'ai revécu un trauma en y apportant une réponse différente. Donc encore une fois, le trauma en fait c'est pas ce qu'on a vécu, c'est la réponse qu'on a apportée à cet événement-là. Donc en fait quand on apporte une réponse traumatique à un événement, donc ça crée ce trauma en fait dans le corps. Et en fait j'ai revécu un événement au moment de l'orgasme. Donc l'orgasme c'est vraiment l'énergie sexuelle qui circule, surtout l'orgasme cervical. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est tellement passionnant que je l'aborderai je pense dans un autre épisode. Et en fait cette énergie sexuelle a circulé complètement, enfin voilà, cette expérience complètement, en fait, des pieds à la tête pendant 20 minutes. Et j'ai pleuré et touché enfin à cette tristesse infinie de me sentir brisée, souillée, outrepassée, labourée. Voilà, il y a un peu tous ces mots-là et j'ai touché enfin à la tristesse en dessous de la honte. J'ai revécu tout ça et j'ai laissé faire. J'ai pas tout compris encore une fois ce que je vivais, mais ça m'a libérée, ça a guéri énormément de choses, ça m'a vraiment donné beaucoup de force pour transcender beaucoup de choses. Ça me fait prendre un tournant aussi fort dans ce que je peux expérimenter aussi depuis 5 ans. Mais bon bref, j'en parlerai encore une fois dans un autre épisode. Donc tout ça pour vous dire, je crois que la réappropriation de notre énergie sexuelle, c'est très important. Parce que c'est une énergie de guérison et que c'est une énergie qu'on ressent, qui a un vrai ressenti sexuel à l'intérieur de notre corps et que plus on va se réapproprier ça et arriver à faire circuler ça, plus ça va aussi libérer notre animal. Donc libérer notre animal, c'est notre centre sexuel, en fait ça va le libérer de plus en plus. Et c'est un centre dans lequel on loge énormément de trauma, de stress, etc. C'est le yoni. Le yoni, c'est vraiment le lieu, donc le yoni, le vagin, le portail, appelez ça comme vous voulez. Le yoni, c'est vraiment le lieu qui enregistre énormément de mémoire et pas que de notre vie actuelle, de stress et de trauma, etc. Avec cette énergie sexuelle, elle a vraiment une capacité de guérison et d'apaisement, voilà, et de cicatrisation, je vais presque dire. Pour moi, vraiment, il y a vraiment ça. Et il y a toute la réappropriation corporelle, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi qu'il faut dire, c'est en fait, comment est-ce que je vais me réapproprier mon corps pour me sentir de nouveau en sécurité dans mon corps. Donc ça va passer par plein de choses, ça va passer par plein d'activités, ça va passer par plein de discussions, ça peut passer par de la thérapie. Mais moi, je crois vraiment aussi, voilà, sur la réappropriation corporelle de, ok, mon corps m'appartient, ma sensualité m'appartient, je suis libre d'en faire ce que je veux, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, mais surtout je peux le bouger comme je veux. Et moi, la réappropriation corporelle, je l'ai faite et je le fais encore beaucoup par le mouvement, par le sport, par la danse. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile pendant toutes ces années pour moi de juste danser? Parce qu'en fait, j'avais honte de mon corps et que je me sentais sale et honteuse de juste d'être une femme en mouvement et que je trouvais ça trop sensuel. Donc bah voilà, j'ai commencé la danse sensuelle, je fais du sensual floor, j'ai commencé la pole dance, je fais plein de choses qui me permettent en fait de me réapproprier mon corps. Gros travail à l'image, gros travail sur la sensualité. Bref, il y a tout ça, il y a le fait aussi d'aller libérer plutôt nos peurs ancestrales, et je trouve que la danse pour ça c'est quelque chose aussi de très très beau, parce qu'en fait c'est cool de faire du dev perso et d'aller faire de la thérapie, etc. Mais c'est des choses qui restent beaucoup dans le mental, et que la réappropriation corporelle et d'aller transcender nos peurs et nos hontes, notamment autour de tout ce qui est sexuel, ça doit aussi passer par le corps. Et que du coup, c'est l'embodiment, les pratiques d'embodiment, les pratiques corporelles, les pratiques de massage de soi, les pratiques de danse, les pratiques de mouvement, les pratiques de sexualité, de masturbation et toutes ces choses-là qui permettent aussi en fait de se réapproprier notre corps et de se rendre compte qu'en fait, on est en sécurité dans notre propre corps, que notre corps nous appartient. Voilà. Et que bien sûr, les blocages qu'on a créés, ils sont nécessaires. C'est des blocages pour nous protéger, c'est des paralysies qu'on a créées pour se sentir en sécurité, pour nous protéger. Donc bien sûr, les blocages, ça sert à nous protéger. L'idée, c'est pas de tout faire péter d'un coup. L'idée, c'est de tout doucement apaiser, recréer de la sécurité. Mais vraiment d'y aller pas à pas, et de ne jamais minimiser
nos blessures, ne jamais minimiser le trauma et de vraiment ne pas chercher la pureté toute sa vie, parce qu'honnêtement c'est ce qu'on fait, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait quand on se sent souillé, quand on se sent sali. Certaines personnes vont s'hypersexualiser pour essayer de se réapproprier leur corps, et d'autres personnes comme moi vont essayer de se purifier toute leur vie et d'être pure et d'être pure et d'être pure et de se laver et de se laver. On en revient toujours au dilemme de la pute ou la sainte, donc voilà, c'est vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les abus, les agressions et les harcèlements sexuels, ça crée une empreinte en nous, dont il est parfois très difficile de se défaire. On peut passer des années, encore une fois, à essayer de se protéger, d'être pure, d'être sainte, de se rattraper, d'avoir la validation des hommes, de sacrifier sa valeur, etc., avoir peur d'être vulnérable. Moi, j'ai passé des années à me sentir sale parce que je suis une femme, coupable d'être une femme, honteuse d'être une femme, etc. Et je crois qu'on doit passer par la réappropriation corporelle pour se défaire de tout ça, pour renouer avec notre corps, avec notre plaisir, notre féminin. On est un être sensuel, un être charnel, un être de plaisir. C'est notre putain de droit de naissance. Il y a aucune honte à porter. Je ne porterai plus la honte de mes agresseurs. Et ma sensualité est immense. Je n'ai pas à la justifier, elle a le droit d'exister. Je n'ai pas à en avoir honte, je n'ai pas à l'opprimer, je n'ai pas rien de tout ça. Voilà. Et donc je crois que maintenant que je libère enfin ma voix sur ce sujet-là, j'ai encore plus envie de vous proposer des choses autour de la sensualité, la réappropriation corporelle, vraiment, parce que en fait c'est terminé. J'en ai fini avec ça. Voilà. Et votre sensualité, votre liberté corporelle, votre beauté, votre jouissance, votre plaisir, tout ça, c'est des étapes de guérison qui sont cruciales. Voilà. Si vous minimisez qui vous êtes, votre beauté, votre jouissance, votre plaisir, votre liberté, votre sensualité, votre sexualité, etc., parce que vous en avez honte et que vous en avez peur, c'est un chemin de réappropriation corporelle, un chemin thérapeutique aussi, évidemment, un chemin de maîtrise aussi de votre énergie sexuelle, un chemin d'expression de soi. Activez vos cordes vocales qu'il faut faire pour vous libérer et vraiment ne plus faire de nos traumas des banalités. Voilà, donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et je suis très contente d'avoir réussi à refaire l'épisode sans vraiment beaucoup pleurer et que j'espère que ça a pu juste ouvrir la voie et ouvrir la parole. C'est juste ce que je souhaite plus que tout, et encore une fois, voilà, je souhaite plus que tout qu'aujourd'hui on puisse apporter des réponses différentes à des situations qui sont pas normales. Voilà. Je vous embrasse du fond de mon cœur, je vous aime très fort. J'espère que vous avez juste ressenti tout l'amour et toute la conviction que j'ai là-dedans. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et merci pour tout.